Nous sommes le 26 avril, vous êtes sur la chaîne qui rassemble, bonjour et bienvenue. Le président de la République de Guinée, Alpha Condé, est à Abidjan pour une visite officielle de 72 heures. Il a été reçu hier par le président Alassane Ouattara pour un entretien, puis les deux chefs d'État ont animé un point de presse au cours duquel ils ont exalté l'excellence des relations bilatérales et de coopération entre leurs deux pays. L'Institut Pasteur d'Abidjan se dote d'une biobanque sous-régionale répondant aux normes internationales. Réalisée par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires, l'infrastructure a coûté 2,5 milliards de francs CFA. Elle va contribuer à la prévention et au dépistage des maladies, puis elle permettra d'avoir une riposte plus efficace face aux épidémies. Le chef de l'État français a livré devant la presse ses réponses au grand débat hier jeudi pour tenter d'éteindre la crise des Gilets jaunes et relancer son quinquennat à un mois des élections européennes. Emmanuel Macron a esquissé les orientations du deuxième acte de son mandat tout en affichant sa volonté de regagner le cœur des Français. Vous allez le voir en image, Alpha Condé est à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié de 72 heures. Hier jeudi, le président guinéen a été reçu au palais de la présidence de la République par son homologue Alassane Ouattara. Au centre des échanges, le renforcement de la coopération entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, l'intégration sous-régionale et africaine et la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. On va écouter les présidents Alassane Ouattara et Alpha Condé. Monsieur le Président, chers frères, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir à Abidjan à l'occasion de la visite d'amitié et de travail que vous effectuez en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette visite officielle. Comme nous le savons tous, en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, Monsieur le Président, vous êtes chez vous. Donc bienvenue chez vous, à Kouaba, et danser. Cette visite était prévue de longue date. C'est donc avec une grande joie que je vous accueille aujourd'hui. Les liens entre la Côte d'Ivoire et la Guinée sont étroits, fraternels et séculaires. Et nos liens personnels sont bien connus. Je me réjouis de l'excellence des relations de coopération qui unissent nos deux pays ainsi que les liens privilégiés entre nos deux peuples. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour les grands succès enregistrés par l'Union africaine sous votre impulsion, ainsi que pour la bonne conduite de la médiation dans les crises sociopolitiques au Togo et en Guinée-Bissau. Pendant votre présidence à l'Union africaine, l'Afrique a parlé d'une seule voix. Et ceci a conduit à des élections importantes pour le continent, notamment pour l'Organisation mondiale de la santé, et également l'expression d'une volonté commune pour le continent africain. Je vous félicite également, Monsieur le Président, pour les progrès impressionnants réalisés par la Guinée au cours de ces dernières années sous votre leadership. Monsieur le Président, chers frères, les échanges que nous avons eus ont été l'occasion de réaffirmer notre volonté de renforcer davantage les relations entre nos deux pays au regard de nos potentialités économiques et notre volonté commune d'améliorer les conditions de vie de nos populations respectives. Je suis fier aujourd'hui de voir que depuis votre arrivée, non seulement vous avez pu rattraper ce que la guerre avait détruit, vous avez fait faire des très grands progrès à l'économie ivoirienne. Je vous écoute souvent dans nos réunions quand vous parlez du taux de croissance et des progrès accomplis par la Côte d'Ivoire. Je suis très fier vraiment de ce que vous avez fait en prenant un pays qui sort de guerre et en faire aujourd'hui un pays où on aime venir. Et j'étais particulièrement heureux lorsque j'ai eu à présider la réunion entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et j'ai dit publiquement que la Côte d'Ivoire a mieux organisé que ce que nous avons vu en Europe. Donc c'était une fierté pour nous de voir qu'un pays africain pouvait recevoir l'ensemble des chefs d'État africains et européens mieux que l'Europe ne l'a fait. Et je n'ai pas manqué de le dire publiquement. Donc je ne peux que me réjouir
quand je vois les progrès que vous avez accomplis. Et dernièrement, vous avez fait un acte extrêmement important. J'ai eu à vous appeler pour vous féliciter lorsque vous avez fait l'amnistie. Parce que le rôle du chef d'État est père de la nation. Tous les enfants sont ses enfants, qu'ils soient de sa mouvance ou de l'opposition. Donc il est extrêmement important qu'il veille à la concorde et à l'entente nationale. Aussi, lorsque j'ai eu besoin de vous, j'ai envoyé des cadres de l'agriculture et de l'élevage qui sont venus en Guinée, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons relancé notre politique agricole. La coopération ivoiro-guinéenne est vieille de plusieurs décennies. Elle est basée sur des échanges commerciaux qui ne font que croître au fil des ans. On va maintenant faire appel à Gabriel Zané pour nous faire le point de la coopération entre ces deux nations sœurs. En mai 2015, Alassane Ouattara, le président ivoirien, et Alpha Condé, le président guinéen, inaugurent le pont de la fraternité reliant leurs pays respectifs. Le pont s'étend sur la rivière Gbahania, à proximité de Gbélégbon, commune située au nord de la Côte d'Ivoire. C'est assurément la plus récente marque de coopération ivoiro-guinéenne, vieille de 58 ans, établie exactement le 21 mars 1961. Le 14 avril 1978, un traité d'amitié et de coopération signé à Abidjan scelle encore un peu plus les relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. À la même date, deux accords sont signés, un accord sur le bon voisinage et l'autre sur la coopération économique et les échanges commerciaux. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont caractérisés par la prédominance des exportations ivoiriennes en direction de la Guinée. Ces exportations vers la Guinée sont fluctuantes. 30 milliards de francs CFA en 2016, plus de 68 milliards de francs CFA en 2017 et ils sont chiffrés à 61 milliards de francs CFA en 2018. Ces variations s'expliquent par des exportations massives d'huile essentielle, de plastique, produits pétroliers, papier et carton, ciment, conserves et de préparation alimentaire. Les principaux produits importés par la Côte d'Ivoire sont entre autres le poisson et les produits d'origine animale. La visite du président guinéen aura pour but de renforcer la coopération entre les deux pays. Des questions essentielles pourraient être évoquées lors de cette visite qui s'annonce chargée en signature d'accords économiques. Les sujets de l'interconnexion ferroviaire des ports de San Pedro et de Conakry, l'amélioration de l'état des routes reliant les deux pays, l'interconnexion énergétique entre la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée, la matérialisation des frontières ivoiro-guinéennes, le rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens en Guinée pourraient être au nombre des sujets des travaux des délégations. Et voilà ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur cette visite de travail et d'amitié du président guinéen en Côte d'Ivoire. Hier jeudi, Daniel Kablan-Duncan était au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, où il présidait l'ouverture des travaux de la 8e édition du marché financier africain. Une rencontre d'importance qui a pour objectif de soutenir les marchés de capitaux du continent. La 8e édition du séminaire dénommé « Bâtir les marchés financiers africains » a pour thème « Le capital humain, un pilier de la compétitivité des marchés de capitaux ». Jérôme Kofi Aboulin. Abidjan, capitale boursière, pendant 2 jours, à compter de ce jeudi 25 avril 2019. C'est à la faveur de la 8e édition du Building African Financial Market. Il s'agit d'une rencontre avec pour objectif de soutenir des marchés de capitaux africains. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République Alassane Ouattara à l'entame des travaux, a salué le choix de la capitale économique de la Côte d'Ivoire comme cadre idéal d'échange et de partage. Pour lui, le rendez-vous d'Abidjan doit être une opportunité pour les participants quant aux stratégies à mettre en place pour permettre aux pays africains d'atteindre l'émergence. La mise en œuvre efficiente des réformes structurelles et sectorielles profondes a permis à notre continent de réaliser au cours de la dernière décennie un taux de croissance moyen de 5%, lui permettant d'être désormais visible sur l'échiquier économique mondial, en la faisant apparaître de plus en plus, parlant donc du continent africain, comme la nouvelle frontière du développement. Ces progrès dont nous sommes ou demeurons très fiers ne doivent pas occulter les nombreux défis auxquels notre continent doit faire face pour s'intégrer complètement à l'économie mondiale de marché et permettre à nos pays l'entrée dans la catégorie des pays dits émergents. Il est donc urgent pour les pays africains d'envisager d'ici à 2025 de porter leur contribution
au commerce mondial a une part beaucoup plus significative par le fort accroissement des investissements globaux tirés principalement par le secteur privé. La consolidation de ces performances des économies africaines est un impératif et nous voulons accélérer notre développement afin de rattraper notre retard, réduire la pauvreté et donner du travail à nos nombreux jeunes diplômés. Plus de 200 personnalités participent à cette session sur le marché financier africain. Session au cours de laquelle l'accent sera mis sur le capital humain, d'où le choix du thème « Le capital humain, un pilier de la compétitivité des marchés de capitaux africains ». Dans le cadre général de sa politique de modernisation de ses forces armées, l'État de Côte d'Ivoire vient d'acquérir un aéronef de type CASA 295 tout neuf. L'appareil a été réceptionné hier à la base aérienne d'Abidjan par le ministre d'État, ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko s'est dit heureux d'accueillir le nouveau C-295 de l'armée de l'air qui vient renforcer ses capacités opérationnelles ainsi que d'appui aux autres forces. Herman Guivet. Voici le nouveau bijou de l'armée de l'air, 23 tonnes à l'atterrissage. 2 puissants moteurs Pratt & Whitney PW127G pour une vitesse de croisière maximale de 482 km/h. L'identité du mastodonte, le CASA 295. Pour célébrer son avènement dans sa nouvelle famille, le nouvel appareil reçoit son baptême d'eau sous le regard du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et de la grande chaîne de commandement. La réception officielle de l'appareil, occasion pour certains officiers d'être élevés au rang de chevalier de l'ordre national par le ministre d'État, ministre de la Défense. Le CASA 295 vient ainsi grossir les rangs d'une fratrie de 2 aéronefs de type Antonov et 3024, des hélicoptères de combat. L'armée de l'air voudrait exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, pour avoir ajouté un aéronef supplémentaire à sa flotte existante et qui contribue à son rayonnement. Sentiment de satisfaction partagé par Airbus, le constructeur. Je suis confiant que l'avion satisfera les attentes des forces armées de Côte d'Ivoire et que cette première livraison n'est que le début de la constitution d'une flotte amenée à grandir. Remise officielle des clés du CASA 295 au ministre d'État, ministre de la Défense, qui s'offre tout de suite un tour à bord de l'appareil. Le cockpit, les rangées passagers pouvant accueillir 48 à 71 personnes. L'aménagement truc militaire, type 71. Et puis maintenant, les civières aussi. 24 avec 4 docteurs. Fin de la visite express. En 2011, on n'avait aucun moyen aérien. Aujourd'hui, on en compte plus de 6 ou 7 et on ne va pas s'arrêter là. C'est la première fois que l'armée de l'air bénéficie d'un investissement pour l'acquisition d'un aéronef neuf. Ça va être concrètement une plus grande capacité de déployer nos troupes, de les larguer rapidement, ensuite de les protéger. Vous savez, nous avons une capacité de transformer cet avion en avion d'évacuation avec une trentaine de civières. Donc quand nous aurons des soldats blessés ou en difficulté, l'avion peut aller à leur secours. Et nous pouvons aussi déployer très rapidement dans des zones où il y a des difficultés, où il n'y a pas la présence militaire, en moins d'une demi-heure, 45 minutes. Cet avion peut aller larguer des parachutistes. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, grâce à l'engagement du président de la République, en train de se doter de moyens aériens très importants. C'est un avion qui va traverser des générations, qui aura 30 à 40 ans de durée de vie. Et vraiment, nous sommes très fiers de voir l'armée de l'air monter en puissance. La Côte d'Ivoire est le 28e pays à exploiter le C-295. La nouvelle acquisition, une véritable fierté pour l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Marcela Montano, le ministre des Affaires étrangères, milite pour une recherche de solutions durables sur les causes de déplacements forcés en Afrique. C'était hier jeudi à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères lors du lancement du thème de l'année 2019 de l'Union africaine. Le reportage d'Ahmed Traoré dans un récit de Kolo Koulibaly. Année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. Thème de l'année 2019 de l'Union africaine. Au cours de cette rencontre, Marcela Montano, ministre des Affaires étrangères,
a invité les États à mener les réflexions sur les causes des déplacements forcés en vue d'y trouver des solutions durables. Pour le chef de la diplomatie ivoirienne, l'organisation africaine entend ainsi rappeler aux États leurs obligations vis-à-vis de ces personnes et les encourager à poursuivre leurs efforts en matière de protection et d'assistance en prenant en compte leurs besoins. Le choix de ce thème s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de la Convention de l'OUA de 1969, régissant les aspects propres à la question des réfugiés en Afrique d'une part, et du 10e anniversaire de la Convention de Kampala de 2009 sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes en Afrique d'autre part. Une initiative jugée opportune par la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. À la fin de cette cérémonie, la directrice de la DARA, la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, a présenté le livre blanc pour l'année 2018 des activités de sa structure. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a remis symboliquement les cartes biométriques à 2 réfugiés. On ouvre à présent la page santé de ce journal. L'Institut Pasteur vient de se doter d'une biobanque sous-régionale répondant aux normes internationales. Réalisée par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires, l'infrastructure a coûté 2,5 milliards de francs CFA. Elle va contribuer entre autres à la prévention et au dépistage des maladies. On en sait plus avec Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire abrite la première biobanque sous-régionale. Logé à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, ce centre a bien une histoire. L'ensemble des experts de la région ouest africaine ont proposé que le centre des ressources biologiques de l'Institut Pasteur d'Abidjan abrite la biobanque régionale des États membres de la CEDEAO. C'est ainsi que la résolution portant création et modalités de fonctionnement de la biobanque régionale des pays membres de la CEDEAO a été adoptée en juin 2018 à Banjul lors de la 19e Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO. Dotée d'une technologie de pointe, cette innovation, qui n'était qu'un rêve, est aujourd'hui une réalité grâce aux efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire et des partenaires. Coût global de l'infrastructure, 2,5 milliards de francs CFA. Et je tiens à féliciter chaleureusement le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a décidé d'investir massivement dans ce domaine à travers la première biobanque régionale pour l'Afrique de l'Ouest. Une biobanque, c'est un partage. C'est toute la CEDEAO qui bénéficiera d'une meilleure préparation et d'une meilleure réponse. La grave épidémie à virus Ebola de 2015 qui a sévi dans notre sous-région avec 28 000 personnes contaminées et 11 000 morts nous rappelle que le virus n'a pas de frontières. De même, avec les changements climatiques et les perturbations de notre écosystème, nous ne pouvons plus nous contenter d'une approche aléatoire de la sécurité sanitaire parce que nous ne sommes pas à l'abri, mesdames et messieurs, d'une épidémie de l'ampleur de celle que nous avons connue récemment. Outil majeur de lutte contre les épidémies, la mise en place de la biobanque est une avancée pour la sous-région, une satisfaction pour l'OMS qui en avait fait la recommandation. Toujours au chapitre santé de ce journal, le 6e congrès des chirurgiens d'Afrique francophone a eu lieu cette semaine en Côte d'Ivoire. Lors de la rencontre, les médecins et spécialistes des disciplines chirurgicales ont évoqué l'utilisation d'implants en chirurgie. Les précisions de Salima Toudia. Sensibiliser et vulgariser l'utilisation des implants en chirurgie, exposer les innovations actuelles, voilà entre autres les objectifs visés au 6e congrès ordinaire des chirurgiens d'Afrique francophone et le 9e congrès mondial francophone de chirurgie à Yamoussoukro. Médecins et spécialistes des disciplines chirurgicales ont évalué la pratique de la vidéochirurgie en Afrique. Nous avons pu réaliser en direct les interventions chirurgicales depuis Abidjan qui ont été retransmises et suivies avec les nombreux échanges qu'il y a eu. Nous avons pu faire plus de 100 communications scientifiques. Nous avons aussi participé à des tables rondes, dont l'une par exemple
très intéressante sur la transplantation hépatique. Cette plateforme a également permis des échanges d'expériences, de contacts avec les firmes de fabrication d'implants afin de créer une synergie entre les acteurs du domaine chirurgical. Aïdara Adereim, neurochirurgien au CHU de Bouaké, a été désigné nouveau président de l'Association des chirurgiens d'Afrique francophone. Il remplace Cheikh Tidiane Touré du Sénégal. Le gouvernement, toujours aux côtés des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire de 1990 à 2011. Cette semaine, c'était au tour des blessés et ayant droit des personnes décédées de la région du Hambol de recevoir réparation. Pendant la remise de chèques, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a exhorté les victimes au pardon. C'était au micro de Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké. 5 ayants droit de personnes décédées et 13 blessés des crises successives en Côte d'Ivoire de la région du Hambol reçoivent la réparation et le réconfort de l'État. Un chèque de 1 million de francs CFA pour les ayants droit et 150 000 pour les blessés. Depuis août 2015, ces victimes sont assistées par le gouvernement par l'entremise du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les victimes, en recevant ces chèques, ont traduit leur reconnaissance au président de la République et à son gouvernement. On a espéré et je crois que la vérité a été sûre aujourd'hui. Et je remercie tous les acteurs de cette initiative-là. Et que Madame la ministre, elle se bat pour rassurer et donner la joie à toutes les victimes. Le représentant de la ministre Mariatou Kone a exprimé l'engagement du gouvernement de prendre toutes les victimes en compte. Je suis venu pour apporter la compassion du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble des Ivoiriens aux victimes de Katioula. Puis le 4 août 2015, l'indemnisation est une réalité. Et je crois qu'aujourd'hui, les victimes qui hésitaient doivent comprendre que c'est une réalité et doivent faire leur dossier. Depuis le mois d'avril, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a décidé d'indemniser les victimes dans leur localité. À ce jour, ce sont 8 ayants droit de personnes décédées et 24 blessés indemnisés dans la région du Hambol. Venons-en maintenant à ce renforcement des capacités des acteurs des secteurs miniers et pétroliers des pays membres de l'espace OHADA. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ces experts se sont donc réunis récemment à Abidjan pour comprendre les mécanismes liés aux négociations des contrats miniers et pétroliers. Godefroy Okambawa était présent pour RTI 1 et nous en dit plus. Technique de négociation et de rédaction des contrats miniers et pétroliers, la mise en place d'infrastructures extractives et le règlement des différends en matière de contrats d'investissement. Autant de thématiques qui ont meublé la rencontre des acteurs du secteur venus de plusieurs pays de l'espace OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il s'agit pour ces participants de renforcer leurs capacités et d'être outillés afin de pouvoir bien négocier les contrats miniers et pétroliers dans les États membres de l'OHADA. Qui parle de développement, parle de savoir et de connaissances avec l'évolution du monde. Nous contribuons au développement des compétences de nos collaborateurs, mais en même temps au développement des compétences des acteurs de la vie de l'espace OHADA. Cette session de formation bénéficie de l'appui technique de l'ERSUMA, l'école régionale supérieure de la magistrature, une institution de l'OHADA. Elle est chargée de la vulgarisation de la règle de droit par la formation, la consultation juridique et en droit communautaire africain. Elle a également pour mission d'accompagner juridiquement les opérateurs économiques de l'espace OHADA. À présent, direction Tomodi, dans la région du Bélier. Angoda est une sous-préfecture qui est sur le chemin du développement. Elle doit son essor à l'action conjuguée de ses cadres. Ce week-end, Pascal, c'était l'occasion de lancer les activités de la localité en présence de nombreux invités spéciaux et de la ministre de la Modernisation de l'Administration. Raymond Goudou-Kofi a traduit son soutien aux actions de développement. Reportage RTI Bouaké, Léon Broukwame. Bienvenue à Angonda, localité de plus de 8000 âmes située à 12 km au nord de Tomodi. Déjà en place, des groupes scolaires, un collège, de l'électricité, de l'eau potable, un centre de santé, bref, la quasi-totalité des infrastructures de base. Un essor imprimé par les cadres à l'origine du regroupement des 4 villages, aujourd'hui quartiers d'Angonda, érigés en sous-préfecture,
courant 1986. Cette dynamique de développement, une nouvelle génération de cadres veut l'entretenir. Son premier acte, la Fédération des associations et groupements de jeunesse. Plusieurs acteurs qui, de mon humble avis, ont à cœur et en partage un même objectif, notamment se retrouver pour bâtir dans un esprit d'union, de fraternité et de solidarité, une unité vraie. À la tête des fils et filles d'Angonda pour installer officiellement la Fédération des associations de jeunesse, le président honoraire de la mutuelle de développement de la localité. Avec eux, des invités spéciaux, notamment le ministre d'État guinéen chargé des PME et de l'industrie, l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire et la ministre Raymonde Goudou-Kofi. Nous voulons tous aller à l'émergence, mais cette émergence, on l'aura à condition que nos jeunes prennent conscience qu'il faut travailler, venir au village, contribuer au développement du village ou du pays. L'organisation, à l'instar de sa présidente, entend aussi faire de l'encadrement des plus petits son cheval de bataille. Objectif, préparer la relève. À Raviar également, on parle le même langage, celui du développement. La sous-préfecture de Raviar vient de se doter de nouvelles infrastructures, notamment une unité de transformation de manioc et un foyer polyvalent qui viennent d'être inaugurés en présence de Jano Kouadio Aoussou, le président du Sénat, et bien sûr de notre reporter Kader Sogodougou. Raviar, département de Didiévi, terroir commun des peuples Ngban et Nzipli. Une unité de transformation de manioc est offerte par la LONASI. Un foyer polyvalent de 300 places. Une générosité de la Direction générale des hydrocarbures. Ces infrastructures de développement étaient une réelle nécessité pour la population. Le président du Sénat a fait le déplacement en sa qualité de fils de la localité. En rendant hommage au président Ouattara, c'est pour plusieurs choses. Ceux qui ont emprunté la route se sont rendus compte que les pistes étaient bien reprofilées. Il y a un premier projet qui a été initié en Côte d'Ivoire qu'on appelle projet du pôle agro-industriel de la région du Bélier. C'est un projet de 81 milliards, financé principalement par la BAD. C'est ce projet qui permet d'entretenir les routes. S'il n'y a pas la paix, nos parents ne vont pas en bénéficier. C'est au nom de cette paix que nous disons qu'il faut qu'on s'entende. Que le président Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara qui se mettent la main dans la main, à l'image de Dominique Ouattara et d'Henriette Konan Bédié. Les donateurs que sont la LONASI et la Direction générale des hydrocarbures ont marqué leur joie d'avoir pu contribuer au développement de Raviar. Des inaugurations qui avaient pour parrain le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Dibi Kofi, représenté par le conseiller badois Maxime Kofi. Autre temps fort, le collège moderne de Raviar, baptisé Collège moderne Jano Aoussou Kouadio, en reconnaissance des actions de développement initiées par le président du Sénat à Raviar. Je vous le disais en titre, le chef de l'État français a livré devant la presse ses réponses au grand débat hier jeudi pour tenter d'éteindre la crise des Gilets jaunes et relancer son quinquennat à un mois des élections européennes. Emmanuel Macron a esquissé les orientations du deuxième acte de son mandat tout en affichant sa volonté de regagner le cœur des Français. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi et à demain. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.